nous sera là le 12 mai. Ça y est, billet de train est pris. Donc je vous invite à bien réserver sur le site parce que là il y aura vraiment probablement pas beaucoup de place pour les gens non adhérents. C'est normal, on essaye de favoriser un petit peu les gens qui nous soutiennent dans la possibilité d'inviter tous ces écrivains, car inviter ces écrivains, ça ne peut pas se faire sans votre soutien. Donc voilà. Ensuite, il y aura le 2 juin Véronique de Bure, c'est-à-dire qu'en 3 semaines, nous recevons 3 auteurs. Donc ce soir, on a le plaisir, vraiment l'immense plaisir, d'accueillir quelqu'un qui est déjà venu, l'auteur absolument emblématique d'En attendant Bojonglès, vous vous souvenez tous, j'imagine, qui a écrit après Pactum Salis. C'est un auteur qui est tombé dans la littérature d'un seul coup, qui a eu un succès phénoménal. Et le succès, c'est pas forcément facile à vivre. Mais bon, un style, des romans puissants, une écriture absolument extraordinaire, et en même temps, beaucoup de modestie, beaucoup de gentillesse. Je suis extrêmement heureuse que vous accueilliez ce soir, et je vous demande de le faire chaleureusement, Olivier Bourdeau. Olivier a beaucoup changé. Il nous revient, le jeune homme un petit peu timide nous revient en aventurier. Voilà. Donc je suis très très heureuse qu'il soit parmi nous ce soir. Merci encore Olivier d'être revenu à l'Ancre Malouine. Il avait dit la dernière fois, je reviendrai à l'Ancre Malouine, c'est certain. Merci d'avoir, contrairement à beaucoup de gens, tenu vos promesses. Merci beaucoup. Merci à vous d'être venus aussi nombreux. Vous voulez de l'eau? Non, ça va, je n'ai Ah bon. Oh, puis finalement, oui. Et je voudrais ajouter simplement à mon ami Charles, tu n'auras pas besoin d'aller chez moi chercher le livre, j'y ai pensé ce soir. Merci à toi Charles, car la dernière fois, je n'avais pas le livre de l'auteur. Super. Ah bien. Parfait. Vous avez appris par cœur le texte, non? Ah non, pas appris par cœur. Alors, donc, on va commencer une medias res, on va commencer tout de suite parce qu'il y a beaucoup de questions, mais on en supprimera sûrement quelques-unes. Et voilà, votre écriture et l'écrivain que vous êtes est tellement complexe qu'effectivement, il y a beaucoup de questions à poser. Alors, c'est un début coup de poing, Florida. Et paradoxalement, pour l'anniversaire de cette petite, vous faites de la mère directement un portrait au vitriol. Même quand elle lui adresse un pseudo-compliment, t'es très belle, t'es pas trop bête, c'est un peu négatif. Et c'est la mère qui est en scène. Et on perçoit très vite que l'enfant est la projection du désir maternel, ce qui est quand même déjà une manière de la nier. Et on comprend assez vite où l'on va. Vous écrivez, je vous le lirai beaucoup. C'est un château moche avec des princesses partout. Toutes les phrases sont à charge, y compris ce que j'ai noté, ce verbe sauter, qui montre que tout va se dérouler comme une scène de guerre. Je vous lis, je vais donc les écraser. Voilà donc ma surprise, mon cadeau. Humilier d'autres petites filles. Vous avez l'ironie en plus? Quelle surprise! C'est une belle surprise qui m'humidifie les yeux. Et la fin du chapitre ne départ pas, vous écrivez. Quelle petite fille ne rêve pas d'être la plus belle des princesses? Quasiment aucune. Tout est dit. L'enfer a commencé. Vous entrez en guerre, Olivier, avec ce livre? Écoutez, non, je n'ai pas eu ce sentiment. J'ai trouvé ça intéressant de faire commencer ce roman par un anniversaire, qui est une fête, évidemment, et puis d'octroyer à cette jeune fille une petite victoire qui va entraîner une longue et brutale défaite. C'est-à-dire que tout ça commence par une victoire, la tête du podium, et malheureusement, comme le dit Elisabeth, j'avais un physique de deuxième, et elle ne montera plus jamais sur le podium. En l'occurrence, sa mère a pioché, puisqu'il y a des concours de minimis un peu partout aux États-Unis, surtout tous les week-ends,
Et elle est tombée sur un prospectus, je ne l'ai pas écrit, mais je suppose que c'est ce qui était arrivé. Et elle s'est dit, bah, pourquoi pas, tentons cette chance, ça va occuper notre samedi. Et donc, cette jeune fille a été maquillée comme une voiture volée, on peut dire ça comme ça. Et miracle, elle gagne. Et cette victoire va gâcher tout le reste de sa vie. Voilà, c'est ce que je voulais faire. Comme j'ai eu l'habitude de beaucoup perdre, je trouvais ça sympa qu'une victoire soit l'amorce d'une longue défaite. Alors, au chapitre 2, vous écrivez... Et pardonnez-moi, vous m'avez demandé si je déclarais la guerre. Oui. Je ne déclare rien. C'est cette mère qui déclare la guerre à sa fille, et sa fille n'aura de cesse ensuite de se venger. C'est un roman sur la vengeance. Vous la prenez par la main, cette fille, et tous les deux vous vengez bien de la mère, quand même. Oui, oui, mais comment vous dire, il y a une anecdote dont nous parlerons peut-être qui se situe à la fin du roman. J'ai regardé beaucoup de documentaires pour m'imprégner de cet univers qui est assez effarant, qui peut être drôle dans un premier temps quand on regarde, on ricane, on se dit tiens c'est pathétique, mais c'est terrifiant, surtout dans le regard des petites filles, dans le regard des mères. Mais ce qu'il ne faut pas perdre de vue, c'est que 90% des mères qui inscrivent leurs filles à ce genre d'événements font ça pour leur bien. C'est là qu'est le drame, en réalité. C'est ça qui est très intéressant, c'est que c'est une bonne intention qui se transforme en enfer. Et à chaque fois, elles disent, je fais ça pour lui offrir le meilleur. Le meilleur, dans ce cas-là, c'est devenir reine de beauté, pourquoi pas mannequin, ou dans le meilleur des cas, actrice connue à Hollywood. Mais l'objectif de ces mères, c'est d'offrir le meilleur. On voit l'intention qui est plutôt sympathique et qui se retourne en drame. Alors donc, au chapitre 2, vous écrivez « Depuis le jour de mes 7 ans, mon corps et moi faisons chambre à part. Nous nous sommes séparés car pour rester bien dans ma tête, il fallait que le jugement des autres sur ma peau ne me concerne plus. » Et vous écrivez plus loin « Ma mère me regardait autrement, je me regardais différemment. J'ai réappris à marcher. Je me suis entraînée à sourire. Tout ce qu'on fait naturellement, il fallait le faire différemment. Il fallait le faire mieux. » Alors, ce qui est terrible, c'est ce sentiment de dépossession, ce sentiment qu'on ne s'appartient plus, qu'on devient autre. Et ce ne serait pas forcément dramatique de devenir autre, mais plus gravement, étranger à soi-même. Et c'est pour ça, je vous disais, vous employez l'adverbe autrement pour la mère, mais vous employez différemment pour la fille. Est-ce que dans autrement, il y a l'aliénation? Différemment, c'est beaucoup moins puissant. Est-ce que c'est pas cette aliénation qui est terrifiante, ce meurtre de l'individu, en fait, qui va devenir plus qu'une image, la métamorphose de l'être en produit, on l'appelle princesse Kodak. Et au fond, je me suis demandé si le culte arien avait vraiment d'autres fondements. Oula, je ne m'y attendais pas, celle-ci. J'étais en train d'essayer d'échafauder une réponse dans ma tête et le culte arien. Arrêtez-vous avant, on crée une nouvelle réalité. En réalité, donc évidemment, c'est un monde essentiellement d'images et tout se joue sur des artifices. Tout est artificiel, tout est creux. Il faut imaginer le désastre que peut représenter pour une petite fille intelligente par ailleurs, puisque elle l'est, et malheureusement, sa mère ne se focalise que sur sa beauté. Le désastre que c'est d'être jugé en permanence sur son physique, tous les week-ends, d'y consacrer une préparation immense, et de se retrouver au pied du podium à chaque fois. C'est-à-dire que il y a une différence que je fais dans le... Il y a beaucoup, ça existe depuis la nuit des temps, des parents qui ont une passion ou qui tentent de faire de leurs enfants les meilleurs. D'ailleurs, c'est peut-être une définition de la paternité. Mais quand quand on se focalise sur le piano pour ses enfants, l'enfant produit quelque chose. Une mélodie, il y a une marge de progression, il y a quelque chose d'intellectuel. Là, elle n'est jugée que sur son physique, elle n'a aucune marge de progression.
Il y en a une qui est minime, qui, comme je viens de le dire, est liée aux artifices. Donc il s'agit d'être de plus en plus maquillée, de plus en plus sexy, de plus en plus provocatrice. Et c'est désastreux à l'âge où on n'a pas encore dépassé la puberté. Donc la notion de séduction n'est pas du tout la même et elle devient vulgaire et malsaine. Vous voyez, j'ai évité de répondre. Non, mais... Sur les Ariens. Et c'était parce qu'il y avait ce culte d'une certaine image aussi. Non, évidemment, je l'avais compris, mais comme c'est... Je ne l'ai pas dit que c'était une mauvaise question, j'ai dit que c'est la première fois en 2 ans qu'on me la pose, et que je n'ai malheureusement pas eu le temps de me pencher sur le sujet pour avoir une réponse construite. J'aurais bien voulu, mais je reviendrai avec la réponse. Plus tard. Vous m'avez que dit. Oui. Cette histoire de minimis est absolument terrifiante et vous avez trempé, on l'a dit, la plume dans le vitriol. Alors la charge contre les parents d'Elisabeth, elle est extrême, mais c'est quelquefois hilarant ce que vous écrivez, c'est extrêmement drôle. Et on se rend compte que vous usez de la plus redoutable des armes pour la mener, c'est une ironie décapante qui ne laisse rien indemne. Cette ironie, vous l'aviez déjà dans En attendant vos Anglaises, mais elle était douce amère, elle distillait une émotion extraordinaire. Il y avait une profonde tendresse. Parce qu'au fond, vous êtes profondément tendre, je crois, le voir dans le livre. Ça, je lui réponds, oui. Dans le livre. Moi, je pense que quelqu'un de tendre. Oui, je pense aussi, mais je pense que ça se voit. C'est une bonne question. Alors, je ne suis pas arien, mais je suis tendre. Vous n'avez quand même pas pensé que je vous ai que vous étiez arien? Pas du tout. Ah bon? Non. Non, parce que non, je poursuis la blague. Ah, d'accord. Non, attendez, je me suis... Alors, l'ironie, ici, elle est cinglante. Et votre art, c'est de vous glisser dans le point de vue de la jeune fille. Et ça donne à son discours une spontanéité, une authenticité, une force sans pareil. Vous auriez raconté cette histoire à la 3e personne, en narrateur omniscient, c'était différent. En choisissant le point de vue interne, la vérité surgit avec de la force du vécu. Alors, je voudrais vous demander, Olivier, si il vous a été difficile de vous incarner dans ce personnage dont la vie, malheureusement, offre quelques exemples, parce que ce personnage, il est tout de même tout droit sorti de l'imaginaire Bourdeau, irremplaçable, porté par une écriture qui n'appartient qu'à vous. C'est vrai. Ça me touche. J'ai bien fait de venir à Saint-Malo. Eh bien, paradoxalement, non, ça n'a pas été compliqué. C'est-à-dire que j'ai décidé d'écrire ce roman il y a maintenant 8 ans et demi, 9 ans, je crois, un lendemain d'ivresse. J'ai regardé la télévision, les yeux mi-clos, je suis tombé sur ces concours de minimis aux États-Unis. Et comme je le disais tout à l'heure, passer le ricanement bête, comment dire, ce sentiment d'assister à quelque chose d'absurde, tout d'un coup, c'est dans les yeux des intervenants, parce que ce sont des documentaires, pas des acteurs, que j'ai vu qu'il y avait quelque chose d'intéressant. Les mères, pas toutes, parce que ce sont les mères qui font ça dans 95% des cas. On m'a dit, mais pourquoi vous n'avez pas fait le père? Tout simplement, j'ai regardé des dizaines de documentaires, les pères sont souvent en arrière-plan dans ce cas-là. Et je me suis dit qu'il y avait quelque chose à puiser dans ces regards. Voilà, et il y a évidemment des cas de figure où il s'agit d'une coproduction. La jeune fille est très contente de faire ça, c'est même elle qui a tanné sa mère pour le faire, et puis c'est une sorte d'équipé, tous les week-ends, on part, on se prépare, c'est un jeu. Mais dans d'autres cas de figure, on voit que la mère voit une perspective d'avoir un rôle dans sa vie, et par ce rôle, offrir un avenir à sa fille. C'est tout ce drame qui se met en route, parce que clairement, l'issue est très faible. Il y a très peu de jeunes filles comme ça qui vont percer, aller à Hollywood, on n'en voit pas du tout. Et donc, tout ça est vain, la certitude du désastre est là dès la première fois, et je trouvais ça très intéressant. Alors après, j'y ai pensé pendant de nombreuses années. J'ai toujours envie de connaître les lieux dont je parle. Et à l'époque, c'était juste après l'écriture de Bojangles, je n'avais pas un centime pour aller aux États-Unis.
Et donc, je me suis dit que j'allais écrire un autre roman, et c'était Pactum Salis. Mais pendant ces temps, Elisabeth est venue taper à ma porte régulièrement, j'y pensais. Elle s'est couverte de chair, d'os, de fiel, de tristesse et d'énergie. Et donc, il me semblait avoir le personnage parfaitement en main, si je puis dire, avant de me mettre à ma table de travail. Mais, effectivement, la veille, j'ai commencé à paniquer quand même 15 jours avant, me mettre à ma table et puis la veille, je me suis dit, quelle drôle d'idée. Tout ça me semble démesuré. Pourquoi est-ce que j'ai eu cette idée absurde? Bon, bah, écoutez, je me suis mis à ma table de travail. Ça semblait filer, puisqu'elle venait de loin, Elisabeth. Et je n'ai pas eu honte en lisant mon texte le soir même. Le lendemain, en le retrouvant, je n'ai pas trouvé ça lamentable non plus. Et j'ai continué dans cette lancée. Et je vivais à l'époque avec 3 femmes, mon épouse, ma mère et ma sœur. En tout cas, je les voyais tous les jours. Et donc, je leur ai confié ce texte, puisqu'il s'agit d'un homme qui se glisse dans la peau d'une femme. Et donc, elles m'ont toutes les 3 dit qu'elles étaient surprises et épatées. Donc, c'était plutôt une bonne nouvelle, c'était encourageant. Et puis, au bout de 50 pages, j'ai envoyé le début du texte à mon éditeur. J'ai, comme à chaque fois, fumé des milliards de cigarettes en attendant qu'il me donne son avis. C'est quand même la pire des périodes. Et il m'a dit, vas-y, fonce. Donc voilà, j'ai seulement paniqué 15 jours avant de me mettre à ma table de travail. Ensuite, dès que je la retrouvais tous les matins, c'était très naturel. Et c'est un personnage, alors, Bojangles, je l'avais écrit sans réfléchir, du moins au début, mais c'est un personnage qui me réservait énormément de surprises, qui était incontrôlable. C'est-à-dire qu'au bout d'une quinzaine de pages, je voyais un peu, je maîtrisais totalement tout ce qu'elle était capable de faire, la manière dont elle était capable de réagir à ci et à ça. Et donc, je suis souvent surpris par mes personnages, mais elle était beaucoup plus surprenante. C'est-à-dire que, globalement, le soir, je réfléchis à ce qui va lui arriver, et j'essaie d'avoir 2-3 idées, et voilà. Là, je m'asseyais, et ça partait dans tous les sens. Et à chaque fois, je me relisais en me disant, c'est parfaitement crédible. Donc, il devait lui arriver 2 choses, il lui en arrivait une dizaine. Parce qu'elle a cette énergie, cette intelligence, ce cynisme, et surtout cette malédiction qui est l'esprit de vengeance qui l'occupe une grande partie du roman, si ce n'est la totalité du roman. Alors, au chapitre 4, vous nous plongez donc dans l'univers des minimis, et la description est évidemment féroce. Ni les botoxés du jury, je vous cite, ni les has-beens, ni les parents dans le public que vous divisez en 4 catégories. Les touristes, les amateurs, les pros et les fous. Alors je vais lire un extrait, page 33-34, un extrait sur les fous. Vous montrer comment eux voient la situation. Restent les fous. J'ai beaucoup parlé de ma mère, donc vous avez déjà un aperçu. J'aime beaucoup votre façon d'aborder les choses. Mais il y a beaucoup plus fou, difficile à croire, et pourtant. À l'heure où j'écris ces lignes, une mère vient d'être condamnée pour avoir inoculé des œufs de ténia, le ver solitaire, à sa princesse. Oui, oui, elle a acheté des œufs de ténia au Mexique. Elle les a fait avaler à sa fille sans la prévenir. Je commence fort, mais bon, on peut le lire dans les journaux. Une consultation rapide sur Internet nous permet de comprendre pourquoi. Le ténia armé, c'est son nom, s'attrape par la consommation de porc. Un forum en parle et énumère les symptômes. Étourdissement, épuisement, crampe abdominale, nausée. Charmant. Le ver s'accroche dans les tripes, partage vos repas et grandit tranquillement en grignotant vos aliments. Il peut atteindre 10 mètres au bout d'un moment. Ravissant. La première question du forum est la suivante. Comment attrape-t-on un ver solitaire? Figurez-vous qu'aucune réponse ne dit qu'on l'attrape par sa mère. Par le porc, oui, mais jamais par sa mère, à moins que cette mère soit une truie qui veuille à tout prix que sa fille soit fine comme une brindille pour gagner un concours. Bonjour les dégâts. Vous n'avez pas pris le plus séduisant. Ah non. Non, je rigole, mais ça illustre parfaitement, cette histoire est vraie. Ouais.
J'ai eu du mal à y croire, mais j'ai vérifié que cette histoire est vraie. Et surtout, il faut essayer de comprendre, c'est une des raisons de ce livre. Supposons, je suis une mère de famille américaine, et je vois ma fille qui me semble avoir mangé trop de hamburgers et être un peu trop enrobée, et je dois boire pas mal de bière, et un peu bourré, je me dis, tiens, il y a une solution. C'est que je vais commander des œufs de ténia. Non, c'est pas bête. Non. On la voit passer, elle est dans sa chambre, on dit, bah tiens, je vais lui faire bouffer des ténias. Alors on va sur Internet. Et là, on fait des petites recherches, et effectivement, ça a l'air assez efficace. On se dit, on va créer un animal dans ma fille, comme ça, elle sera présentable. Alors donc la mère est un peu bourrée, et elle commande. Bon, à la limite, pourquoi pas? Elle est ivre. Mais il faut imaginer ensuite le délai entre le moment où on commande les œufs de ténia, il y a bien le lendemain matin où on se réveille, avec le front qui tape, et on se dit, qu'est-ce que j'ai fait hier? Vous avez un mail avec confirmation, réservation de ténia. Et ben non, la mère, pendant 15 jours, ne se pose pas une seule fois la question de savoir si il faut peut-être jeter cette boîte à la poubelle ou se... Non, elle se dit, bah, je vais les faire bouffer. Donc elle les fait bouffer à sa fille. Et ça revient au début de notre conversation, essentiellement pour le bien de sa fille. Oui, ça c'est merveilleux. Oui, vraiment. Bah, évidemment, moi je trouve ça charmant. Oui. Vous avez dit d'ailleurs. Si sa fille se sent un peu seule avec une mère un peu cinglée, elle pourra se vanter d'avoir un compagnon de 10 mètres à l'intérieur d'elle. Parce que je suppose que ça tient compagnie. Donc voilà, vous voyez, on arrive quand même dans le domaine de l'atroce. Et ça, c'est fait par des gens qui se vantent de vouloir le meilleur pour leur fille. Alors, pour continuer là-dedans... Il faut avoir une sacrée gueule de bois quand même le lendemain. Confirmation œufs de ténia, et dit ah ouais, c'est bien. Allez hop, je vais manger. Salut ma chérie. Alors, vous montrez quand même un univers qui m'enseigne un monde d'adultes, un monde d'enfants. Et c'est une vraie parade perverse organisée par les adultes qui exhibent les enfants dans un concours de beauté. Alors, ce spectacle de l'enfance fardée, maquillée, déguisée, offerte en pâture, vous l'inversez à un moment donné. Vous faites dire à votre héroïne que le spectacle n'est pas du côté de l'estrade, mais du côté des spectateurs. Et à travers le regard d'Elisabeth qui nous donne ce point de vue inversé, est-ce que l'enjeu, un des enjeux de votre texte, c'est pas de dénoncer cette société qui réifie l'humain, qui érige le paraître en valeur absolue, qui choséifie les gens, les êtres? Alors oui, c'est très bien présenté. Ça me donne le sentiment d'être intelligent et je vous remercie. Mais effectivement, oui, comment vous dire, c'est un lieu commun d'évoquer ça, mais regardez les réseaux sociaux. Voilà, on ne vit que sur le paraître, on est obsédé. Ouais. J'avais le souvenir, alors je ne sais pas si j'en ai parlé dans le roman, parce que je pense que vous l'avez lu plus récemment que moi. Oui. Mais en tout cas, ça ne m'a pas quitté. Je me souviens qu'au début des réseaux sociaux, avec cette mode des selfies, d'un jeune Britannique qui a tenté pendant des semaines et des semaines de faire le selfie parfait, l'autoportrait parfait. Et n'y parvenant pas, il a fait un séjour. Bon voilà, je veux dire, c'est Narcisse version 2.0, mais c'est quand même effarant. Et en réalité, moi je ne suis plus sur les réseaux sociaux, mais il m'arrive de piquer celui de mon épouse pour voir ce que les gens disent de fabuleux ou de dégueulasse sur mon travail. Mais même chez les blogueuses littéraires, au lieu de mettre en avant le livre, elles se prennent en photo dans une baignoire avec un livre. Et donc on ne sait pas si on doit regarder les tétons cachés derrière un pétale de rose ou si on doit... voilà. Et donc le produit n'est plus le livre, mais le cou découvert, les cheveux mouillés de cette... Je dis ça parce que j'ai vu ça dernièrement. J'ai laissé ça exister. On se dit, tiens, je suis blogueuse littéraire, je vais me mettre dans mon bain pour faire un petit post. Et tout ça semble parfaitement vide. Et quand on regardait à une époque les profils Facebook, les photos de profil, les gens ont fait le selfie parfait, ils sont souvent devant un cocotier ou un paysage idyllique, et on a l'impression d'avoir des zombies sur un paysage de carte postale.
Ils ont tellement l'habitude de sourire de la même manière qu'ils semblent parfaitement vides. Oui, tout tourne autour de ça, et désormais, enfin, je ne crois pas que ça s'arrange. Tout est essentiellement l'image et beaucoup de vide derrière. Voilà. Oui, une question était plus intelligente que ma réponse. Mais en tout cas, c'est dramatique, et comment dire, les gens sont assez creux sur les réseaux sociaux, voilà, même quand ils essayent d'avoir l'air inspirés. J'en ai dit assez là, non? Alors, le personnage de J'espère qu'il n'y a pas de blogueuse littéraire ici. Non, non. Si toutefois il y en a une, sachez que j'ai adoré votre blog. Je le trouve profond. Profond. Alors, le personnage, c'est vrai que vous nous disiez la dernière fois que vous êtes venu, que vous vous demandiez comment on pouvait faire sans mentir, que le mensonge c'était une nécessité. Donc voilà, la blogueuse que je connais dans la salle, elle a bien compris ça. Donc le personnage de la mère... Je vais fixer chacun d'entre vous. Le personnage de la mère, il est assez récurrent dans vos textes, et je tiens à dire tout de suite que j'ai lu pas mal d'interviews de vous, et que vous adorez votre mère, et que c'est pas l'image de votre mère. Je tiens à le dire parce que j'ai entendu des gens dire il a vraiment des problèmes avec sa mère. Je dis non, pas du tout. Il n'a pas de problème avec sa mère, au contraire, il l'adore. Et tout va bien. C'est une précision utile. Oui, c'est fondamental. Mais c'est très important. J'adore ma mère plus que tout. Néanmoins, pour Bojangles, je ne savais pas que j'allais parler de folie. Et le hasard, au détour d'une phrase, je me suis dit que cette fantaisie de la mère pouvait se transformer. Mais je ne me suis pas mis à table en me disant je vais parler d'une mère folle. Ça s'est présenté comme ça. Et comme je le disais tout à l'heure, il y a 95% des mères qui sont à l'origine de ces concours de minimis. Et donc, voulant écrire un roman plus ou moins crédible, je ne pouvais pas, voilà. Et la vie est ainsi faite que les groupes sont composés d'un père et d'une mère. Je n'ai pas une variation infinie. Donc, comme je parle beaucoup de la famille dans mes romans, oui. Bah, écoutez, c'est soit le père ou soit la mère. Mais le père n'a pas un rôle, comment dire, très valorisant, très valeureux non plus. Non plus. Il est aussi coupable. Il est coupable avec son effacement, sa lâcheté, C'est pour ça que vous l'appelez le valet. Enfin, elle l'appelle le valet. Il est condamné par... les deux sont aussi coupables l'un que l'autre. Tout à fait. Le père n'a jamais dit stop, mais c'est vrai que quand on regarde ces documentaires, le père porte les sacs, il a toujours l'air un peu soumis. On voit qu'il vient souvent quand il a un magazine ou qu'il regarde à droite à gauche. On voit qu'il vient pour la première fois parce qu'il a peur pour sa petite fille. Mais au bout de 10 fois, bon, il sait qu'elle ne gagnera jamais. Il dit que c'est un mauvais moment à passer. Ils sont coupables l'un et l'autre. La mère est mise en avant puisque c'est elle qui est à l'origine de tout ça. Et puis c'est elle qui est coriace, qui lâche tout. Mais la lâcheté est aussi coupable. Oui, et le père, je vais lui faire un sort. J'adore ma mère, je le répète. Oui, non, mais c'est pour, ça que je le disais. Je vais lui faire un sort à votre père d'Elisabeth. Je vais lui faire un sort avec cette métaphore que j'ai trouvée absolument sublime à la fin de votre texte, c'est-à-dire le flamant rose devant la benne à ordures. Ça, on ne peut pas le manquer. Ça, franchement, on ne peut pas le manquer. Et ça, je réserve une question là-dessus. Parce que je trouve que c'est vous, vraiment, dans tout ce que vous avez de poétique et de cinglant à la fois. Mais ça sera tout à l'heure. C'est peut-être la seule image poétique du roman. Je ne sais pas, mais je trouve ça magnifique. Non, mais c'est gentil de le souligner. Ce flamant rose. Mais là, c'est très intéressant ce qu'elle fait au Valais, justement. Mais ça, c'est pour la fin. Oui, je construis un peu crescendo. Bien sûr, bien sûr. Et puis vous mettez des teasers, comme on dit maintenant. Voilà, c'est ça. Restez jusqu'au bout. C'est ça. Il y a une question sur le flamant rose. Moi, ça me permet en même temps de préparer ma réponse. Transforme en objet. C'est très bien fait. Alors, donc ce personnage de la mère, on a bien vu, on ne va pas recommencer, vous en avez suffisamment parlé, mais j'ai trouvé sympa qu'elle se pose aussi en rivale de sa fille, avec Harry Kowalski, le professeur. Et le professeur qui ne répond pas à ses désirs. Et la phrase qu'elle écrit, Elisabeth, enfin que vous écrivez, page 39, j'ai trouvé ça absolument génial. Elle lui a proposé un café pour parler de mon cas, mais elle était plutôt habillée pour défendre le sien.
j'aime vraiment beaucoup, quoi. Donc, Je m'en souvenais plus. Vous vous souvenez plus de cette phrase? Non, mais elle est pas mal. Elle est magnifique. Elle est magnifique. J'ai dû me dire, ça, c'est pas mal. Elle était plutôt habillée pour défendre le sien. Et c'est tout le long comme ça. Il n'y a que des choses comme ça. Vous êtes comme Chalandon. Chalandon, il écrit des phrases comme ça. C'est incroyable. Être comparé à Chalandon, c'est bien. Ah oui, 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 oui. Ah oui, oui, ça va, c'est rien. C'est pas mal, hein. Donc, alors, vous avez parlé du comportement du père aussi, parce que quand même le père, il espère, mais quand même il l'instrumentalise pour une chaîne de magasins de sport. Hein. Je ne me trompe pas qu'elle est le mannequin enfant. Non, non, vous ne vous trompez pas, oui. Ah, Oui, oui, tout à fait. Et je me suis dit que cette réflexion sur la famille, ça montre quand même une dérive du monde contemporain, parce que c'est une structure essentielle dans la société. Et elle attaque l'école en plus, à travers Harry Kowalski, mais cette structure familiale, c'est quand même dramatique. Elle est perdue de tous les côtés. Elle est même perdue vis-à-vis de votre lecteur, parce qu'à un moment donné, et cette question, j'ai dit que je ne vous la poserai pas. Allez-y. Mais à un moment donné, vous dites aussi que le lecteur vous dit, vous avez qu'à aller voir sur Internet, vous verrez, peut-être pas croire que vous n'allez pas voir ça. Et je me suis dit, il n'y a plus d'issue. Le père, la mère, le lecteur, tout le monde. Oui, oui, c'est-à-dire que cette histoire de Ténia, j'ai des amis qui m'ont cherché. Alors je suppose que si des amis ont cherché, d'autres ont cherché, évidemment, on a envie. Et je trouvais ça bien qu'on passe du texte, une adresse au lecteur, et que le lecteur se dise, alors pas tous, mais bah tiens, je vais aller vérifier. Ouais. Et bon, il y a quelques lecteurs qui se sont dit, je vais aller regarder ces concours pour voir le regard des mères et le regard des enfants. Ouais. Et donc tout d'un coup, tout cela devient parfaitement réel. Voilà, on sort du roman pour rentrer dans le documentaire. Ça me plaisait ça. Mais elle s'adresse beaucoup au lecteur. Elle s'adresse énormément au lecteur. C'est une manière de cracher de manière plus efficace. Ouais. Elle dit tout le temps, vous n'avez pas tout vu encore, mais attendez, là vous n'avez pas tout vu. Et je me dis, au fur et à mesure où je me disais, mais quand est-ce que je vais avoir tout vu? J'espère qu'à un moment je vais avoir tout vu. Alors j'espère que ça n'a pas été décevant. Pas du tout, mais ça fait peur. Par exemple, au chapitre 8, l'épisode du distributeur automatique à la pension. Au début, j'ai pas du tout compris, j'ai cru que c'était un copain de la jeune fille. Elle est là, elle parle d'un amant. Eh bien, figurez-vous que l'amant, je vais vous lire, à la première lecture, on n'est pas sûr de savoir. On ne comprend pas qui est cet amant diabolique. Et j'ai compris après, je me suis dit d'accord. Parce qu'elle s'en va, et au lieu de devenir une reine de beauté, elle va se mettre à manger. Et je vous lis, donc, page 62-63, c'est ça. Il avait des boutons, lui aussi. Une grande façade vitrée, une grande bouche métallique. Je me suis dit, quand même, il présente l'adolescent pas sympa, quoi. Il me faisait de l'œil toute la journée. M'a dragué sans effort. Je me suis laissé séduire sans difficulté. Je suis devenue sa maîtresse, son esclave même. Le distributeur automatique de confiserie. Il était toujours là, fidèle, broché, généreux, réapprovisionné tous les jours en câlins sucrés, en douceur nappée, de chocolat, de gras, de sel. Son sourire rectangulaire déversait des bulles en boîte, un amant au bruit régulier, sans surprise, un amant parfait. C'est méchant ça, sans surprise, un amant parfait. Vous entendez, messieurs? Il suffisait de mettre une pièce et de taper le numéro de son orgasme. Ça, c'est ce que j'appelle du bourneau pur jus. Et donc, je voulais vous demander, parce que c'est quand même... C'est drôle, parce que j'ai eu une discussion avec mon éditeur. Il m'a dit, je n'ai pas compris, dans un premier lieu. Oui. Et il voulait que je précise, mais je ne voyais pas comment je pouvais le préciser. Je voulais amener les choses spécialement comme ça. Alors je lui ai dit, ne sous-estimons pas les lecteurs. S'ils ne comprennent pas, moi quand je ne comprends pas un passage d'un texte, je le relis. C'est ce que j'ai fait. Et là tout d'un coup on dit, ah, il est vraiment débile ce type. et donc voilà, je suppose que les gens ont fini par comprendre. Ah bah oui, ils ont compris. Voilà, puis je mets beaucoup mais c'est vrai que, comment dire, quand on est mal dans sa peau, et puis malheureusement l'adolescence est propice à ce genre de problème, de boulimie, d'anorexie, et moi quand je suis arrivé en pension, j'étais très malheureux d'être à cet endroit-là, et je me suis défoulé sur la bouffe. Donc je n'ai fait que me servir de ce que j'avais vécu pour lui mettre, et bon, là c'était pas un distributeur automatique, mais je volais des pâtes de fruits, donc, mais
il n'y avait pas d'image sympathique avec les pâtes de fruits. Et voilà, le distributeur automatique, vous voyez bien, en fait, si vous voulez, alors il y a un film qui est assez horrible, qui s'appelle Requiem for a Dream. Je ne sais pas si vous l'avez vu, mais enfin, bon, c'est assez abominable. La mère du personnage principal est convoquée, je parle de ce film-là, elle est convoquée pour assister à son émission favorite, qui est un show américain, et elle le regarde tous les jours avec ses copines, les copines de son immeuble, et on l'appelle, elle constate qu'elle ne rentre plus dans sa robe rouge, et elle se retrouve à bouffer des amphétamines pour maigrir, et elle devient complètement folle, et elle attend l'appel de l'émission et tout ça. Et donc elle arrête de manger pour rentrer dans cette robe rouge qui était la robe de son mariage, de ses belles années, etc. Et à un moment, tout le mobilier lui parle, dont le frigo qui s'ouvre en pleine nuit, et on voit des poulets qui lui parlent, et tout, etc. Et elle dit, je veux rentrer dans ma robe rouge, je veux rentrer dans ma robe rouge. Enfin, elle devient complètement cinglée. Et donc là, je voyais le distributeur automatique lui parler, voilà, donc c'est pour ça que c'est devenu son amant. Et là, donc, le corps est à nouveau au centre de l'histoire, mais alors le cheminement est inverse. La reine de beauté au corps parfait, elle va enfler régulièrement, au fur et à mesure, elle devient accro aux chips et aux barres chocolatées de son ami, le distributeur automatique, et elle va même jusqu'à vendre sa tête, son intelligence, parce qu'elle n'a plus d'argent de poche, pour qu'elle ait des sous à mettre là-dedans, pour pouvoir faire son orgasme tranquille. Elle vend son intelligence au cancre de la pension. Alors, c'est très douloureux à lire parce qu'elle s'engage dans un chemin de dégradation pour se venger de sa mère. Mais au fond, sous une forme inversée, c'est la même chose qui se reproduit. Ce même refus de n'être qu'un corps, qu'il soit très beau ou qu'il soit affreux, c'est le refus de n'être qu'un corps, qu'il soit parfait, qu'il soit enlaidi. C'est la volonté d'échapper à la dictature du corps, quand même. Oui, c'est de la même façon. Exactement ce que vous dites. En réalité, au début, elle commence à manger et elle grossit, mais elle constate que chaque gramme pris rend sa mère folle. Et c'est le début du processus de vengeance. Et non seulement elle a un besoin pour évacuer sa tristesse et noyer sa peine, de manger beaucoup, mais elle constate qu'elle n'a pas besoin de s'arrêter puisque les conséquences se voient dans le regard de sa mère qui se dit c'est horrible, j'ai tout misé sur le physique de cette fille, et elle grossit, donc voilà, il y a l'épisode de l'oreille auparavant, où sa mère est complètement obsédée par une oreille qui est très très légèrement décollée, qui ne nécessite aucune intervention, mais sa mère se dit, si elle ne remonte pas sur le podium, c'est uniquement à cause de cette oreille. Voilà, c'est ça. Et donc tout d'un coup, cette oreille devient énorme dans les yeux de sa mère, et elle ne voit que ça. Et donc Elisabeth se plie à l'opération, et quand elle rentre chez elle, elle enlève ses bandeaux, et elle ça marche comme ça. Et puis ensuite, elle se venge aussi sur le podium, sans trop dévoiler, mais c'est ce qui met un terme à sa carrière, puisqu'elle se transforme en furie sur le... Voilà, donc il y a déjà des petits, comment dire, des épisodes de vengeance qui interviennent, mais là c'est une vengeance au long cours qui se met en place. La destruction de son corps entraîne la destruction de sa mère, et donc les deux vont de pair, mais elle trouve ça jubilatoire de revenir le vendredi soir et d'accabler sa mère avec son poids, son laisser-aller, et toute cette image dégradée, alors qu'on a passé quelques années à ne vouloir le mettre qu'en valeur. Et c'est vrai que là, je rebondis sur ce que vous dites, la situation s'aggrave, il y a une inversion des rapports familiaux, Elisabeth prend le dessus, avec effectivement ce sentiment jouissif de maîtriser son existence. Et pour la première fois, vous prononcez le mot autodestruction. Et on voit bien ce qu'il y a de mortifère dans la projection du désir. Quand on lui résiste, il enclenche une vraie mise à mort. Vous l'écrivez en toutes lettres. Avant, elle voulait me faire paraître. Maintenant, elle voulait me faire disparaître. Donc une véritable mise à mort. Et le plus terrible, c'est que ce n'est pas seulement les autres qui sont mis à mal. C'est elle qui résiste, qui s'autodétruit en tant qu'objet du désir. Et moi, j'ai trouvé ça extrêmement douloureux. En se détruisant, elle accomplit, elle peaufine le désir de sa mère, qui est de l'éliminer si elle ne correspond pas à ses rêves. Est-ce que c'est pas effrayant de se détruire pour ne plus incarner le rêve des autres? Bah si, c'est terrible quand même ça. C'est l'idée même, c'est l'essence de ce roman. Ouais. Tout tourne autour de ça.
et elle est acharnée. C'est-à-dire qu'elle prend un plaisir fou à voir le dégoût dans les yeux de sa mère. Et je prends un moment, à chaque fois qu'elle est dans un lieu public avec sa mère tente de l'éviter un peu, et c'est le moment où elle lui donne le plus de tendresse. Elle se fout à son cou, elle l'embrasse, elle lui dit « Maman chérie » pour que tout le monde voit qu'il y a un lien entre le petit monstre qu'elle devient et sa mère qui voulait en faire une égérie de carte postale. Oui, c'est pas le roman le plus gai que j'ai écrit. Non. Et quand elle va retrouver ce corps de rêve, parce qu'elle retrouve aussi son premier amour. Et alors, il y a des choses qui m'ont interpellée là-dedans. On a l'impression qu'elle est complètement cernée de tous côtés. Elle part à Key Largo, aux Everglades. Ça a l'air bien magnifique, cette affaire. C'est très très beau. Je suis allé pour le besoin de l'enquête. Oui, besoin de l'enquête, mais bien sûr. C'est vraiment magnifique. Vous êtes allé pour le besoin de l'enquête. Je vous crois sur parole. C'est vrai. Et j'ai passé de 3 à 5 jours dans cet hôtel. Alors cet hôtel... Vous ne me croyez pas? Comment? Vous ne me croyez pas? Si, je crois. Si, je crois. Mais alors, vous voyez, là... Je ne fais pas les choses au hasard, hein. Moi, je m'implique. Ah non, et puis on voit que c'est très documenté. Mais vous voyez, il y a des choses qui m'ont quand même un peu surprise. Ce garçon, ces 4 petites lignes, il voulait être médecin, travailler dans l'humanitaire. Son cœur était grand. Enfin, à l'époque. J'ai retrouvé sa trace sur les réseaux sociaux. Il fait des études de chirurgie plastique. C'est aussi son portefeuille qui sera grand. Là, il y a déjà des choses... on se dit... non, écoutez, cette phrase m'est venue, ce raisonnement m'est venu du film de Sautet, où à un moment, il y a une engueulade autour d'une table, et il lui disait, tu voulais sauver les gens, et maintenant tu veux sauver ta fortune. Bon, ben voilà, évidemment, quand on a 18 ans, on a des idéaux, certains les gardent, et puis d'autres s'en les noient un peu pour le confort d'un compte en banque plus rempli. Moi, je ne critique pas. Voilà, mais elle constate qu'en quelques années, il est passé de sauver des gens à sauver son confort. Oui, ça arrive. Hein, mais vous voyez, tout dans cette parenthèse édénique, tout est assez inquiétant. Vous voyez, je me demande souvent comment font les parents de John pour être si gentils. Ils l'ont emmené avec eux. Hein. C'est déroutant. Ils sont comme drogués, défoncés à la gentillesse. Rien ne les atteint. Voix douce, sourire en coin, ils prennent tout avec distance, avec hauteur. Et les serveurs montent là-haut, leur apporter des cocktails avec ombrelle, des carpaccio de homard et d'avocat. On voit, c'est vécu. Hein. Et redescendent contaminés au sourire. C'est bon. Et redescendent contaminés au sourire avec un billet de 10 $. C'est peut-être ça qu'on appelle être touché par la grâce. Et puis après, la mère lui propose quand même, je ne vais pas dire tout, elle lui propose quand même d'être mannequin. Elle lui dit, tu es très bien, tu devrais être mannequin. Alors, si vous voulez, là je me pose cette question. C'est un chapitre sur le bonheur, mais ce bonheur, on a l'impression que c'est un trompe-l'œil. C'est trop ça. On dirait qu'elle ne peut plus échapper à cette malédiction du corps, qu'elle soit belle, qu'elle soit pas belle. Et il va y avoir l'incursion du père, qui vient quand même la mater dans la salle de bain, et cet univers merveilleux se tourne en univers assez cauchemardesque. D'ailleurs, elle va partir pieds nus, elle n'aura même pas de chaussures. C'est merveilleux parce que vous faites une petite Cendrillon là. Elle part sans godasse, elle va arriver après avec son épisode Rasta. Donc elle est chassée du paradis, elle se chasse elle-même. Est-ce que, selon vous, Olivier, il n'y a plus d'innocence dans le monde contemporain? Vous avez 2 heures. Non, mais, je me demande si... Il n'y a plus d'innocence. Tout est partout. Incontestablement, je pense que les enfants d'aujourd'hui, les adolescents d'aujourd'hui sont beaucoup moins innocents que les adolescents d'il y a même 25, 30 ans. Enfin, ils ont accès à tout un tas de choses je pense que les adolescents il y a 30 ans ou il y a 50 ans et 60 ans étaient plus éduqués, mais moins exposés à toutes les saloperies du monde, je pense. Donc évidemment, ils sont moins innocents. Vous voyez, c'est un raisonnement bien conservateur que je viens de vous exposer. Je ne m'en voudrais pas. Et après cet épisode de Key Largo, elle fuit donc le paradis, elle est à bord de la voiture d'un Rasta qui la reconduit à Miami. Alors, elle est pieds nus,
Elle est sans argent, la princesse Kodak. Sans destination, sans avenir. Ce qui m'a frappé dans ce chapitre, c'est le changement de votre écriture. Ici, on a une écriture extrêmement syncopée. On a un soliloque à voix haute qui n'échappe pas à l'hallucination, le coup de l'accident, là. Oui. Enfin, le coup de la pizza au McDo. Bon, je ne vais pas dire, tout le monde lira ou a lu votre livre. Il ne faut quand même pas exagérer. S'ils ne l'ont pas lu, il n'y a plus d'espoir. Donc, écoutez, le changement d'écriture. L'anecdote de la femme battue qui appelle Pizza Hut, c'est une anecdote que j'ai eue en mangeant dans un McDo à Kellargo. Ah, et j'ai regardé ça, je me suis dit, les États-Unis, c'est quand même un pays incroyable. Voilà, la nana appelle les flics, le type qui est là-bas derrière, enfin derrière elle, et donc elle fait croire qu'elle commande une pizza, et donc en face, l'agent de police comprend que c'est un code, et donc elle donne des noms de pizza, etc., pour donner son adresse et pour faire venir... la police. Et j'étais en train de manger mon McDo, parce qu'il faut bien manger un McDo quand Après le homard, il ne faut quand même pas manger non plus que du homard. J'ai suivi le même parcours de poids qu'Elisabeth pendant un mois aux États-Unis. Et là, j'ai regardé ça et je me suis dit, c'est un bon résumé de ce que peuvent être les États-Unis. Voilà. J'ai trouvé ça fascinant. Mais pour revenir au chapitre du paradis et paradis perdu, c'est un moment de calme. Tout ce que j'ai écrit, tout ce qu'elle vivait était haletant et assez épuisant en tant qu'écrivain. Et donc, il y a un moment où je ressens un besoin pour mes personnages et pour moi. Et puis, je voulais absolument qu'elle ait un moment de répit dans un endroit magnifique. Je voulais lui offrir ça. Et donc, ça correspondait à la fureur qui arrive là après le fameux calme avant la tempête. Et ce qui est drôle, c'est que je lisais des commentaires parfois sur Internet de gens qui disaient « mais quelle horreur, elle a une vie incessante, une vie insupportable, très rapide, très mouvementée, la pauvre ne respire plus ». Et puis la même personne disait « en revanche, le passage à l'hôtel, qu'est-ce qu'on s'ennuie ?» Et donc on voyait qu'il déplorait l'horreur qui lui arrivait, mais quand elle avait un moment où elle était heureuse, il disait « mais c'est vraiment chiant quand elle est heureuse, la pauvre Elisabeth. » Donc je dis mort de l'innocence. Oui, voilà, exactement. Voilà, c'est ça. Moi, je trouvais ça drôle qu'on puisse déplorer les deux choses en même temps. C'est quelqu'un qui n'était pas très content. Il y a plein d'autres livres à lire aussi. Hein. Oui, c'est vrai. Alors, il y a une accélération de l'écriture, la prise à partie du lecteur, elle est de plus en plus affirmée, et il y a quand même là le signe d'une déroute intérieure, il y a des morceaux d'elle qui partent dans tous les sens. Hein. Votre écriture, là, elle explose dans tous les sens, et cette écriture, c'est précisément l'intérêt, si vous voulez. Ça nous plonge dans la conscience de cette jeune femme, on ressent tout ce qu'elle ressent, et ça nous met en empathie profonde. Et puis, ce que j'ai noté chez elle, c'est qu'il y a beaucoup de dérision d'elle-même dans cette relecture de la vie. C'est extraordinaire. Et je ne peux pas m'empêcher de voir que cette parole que vous lui donnez, elle est imprégnée de votre émotion à vous. Parce que quand j'ai relu En attendant Mojoglès et Pactum Salis, je me suis dit, c'est cette émotion, cette ironie qui la masque quelquefois l'émotion, cette humanité tendre qui fonde votre style et qui entoure ce personnage. Alors moi, je ne vais pas vous dire qu'on s'est ennuyé, ni que c'est trop ceci ou trop cela. Il y a une humanité très très tendre avec laquelle vous l'emmenez, vous voulez l'emmener. Et ça, je trouve que votre écriture, elle porte cette tendresse-là, cette émotion. Eh ben ça touche beaucoup, c'est un très beau compliment. En faisant un parallèle plutôt hardi, puisque les deux romans n'ont rien à voir l'un avec l'autre, c'est Bojangles et Florida. C'est-à-dire qu'il y a un moment où, lorsque j'écris, je sais que je vais écrire une scène poignante, dure, étouffante, ou tendre, enfin en tout cas quelque chose qui me touche. À partir du moment où je commence à être vraiment trop touché ou bouleversé, où j'ai peur de tomber dans le pathos, ouais. J'ai toujours besoin, mais c'est une question de nature, d'une pirouette humoristique. Alors,
dans Bojangles, c'était une pirouette humoristique tendre, fantaisiste. C'est-à-dire que, pour l'illustrer, l'enterrement dans Bojangles, je commençais à être très ému. Je sentais que soit il fallait que je m'arrête, si je voulais continuer, il fallait que je... Et donc j'ai eu l'idée de cette mèche de cheveux du curé qui s'envole et qui sert d'antenne de contact avec le Seigneur. Et je suis passé d'une émotion évidente à un éclat de rire, parce que ça vient de nulle part. Alors, comme Elisabeth est quelqu'un qui vit des choses dures et qu'elle est acide, c'était plutôt des pirouettes d'acidité. C'est-à-dire, dès qu'elle se plaint trop de ce qui lui arrive, etc., il faut qu'elle sorte son bazooka pour flinguer tout ce qu'il y a autour. Voilà, à défaut d'avoir de la tendresse, au moins un sourire ou un ricanement en se disant, bon, ça fait partie de sa nature, elle sort toujours son bazooka au dernier moment. Voilà. Et c'est vrai qu'on sent cette présence très émue. Alors, la vie avec Alec, le rasta blanc, a commencé, et avec elle, la descente aux enfers se poursuit. Alors, qui est Alec? Alec, c'est un rasta bodybuildé avec des muscles qui débordent de partout, parce que là, je vous emmène dans la musculation, là. Enfin, c'est Olivier qui vous emmène là-dedans. Alors, on va plonger dans une nouvelle dictature du corps. Alors, d'ailleurs, les individus, vous les montrez par la synecdoque de leur corps. Hein. Des paires de biceps arrivent, se suspendent, montent, descendent, s'étirent. Là, bon, on a tout de suite compris où on rentre. Alors, oui, descendre, s'étire. Sus et tire. Oh. C'est un lapsus. Je relis votre phrase. Je ne suis pas le seul à... Ah bon, on va faire un vote à main levée. Et ceci dit, vous voyez, ça aurait pu être drôle. Un peu bizarre quand même, en plein air, comme ça. C'est pas un endroit pour ça, mais pourquoi pas. Voilà. Ça, mon éditeur n'aurait pas laissé passer ça. Hein. Et Olivier, quand même, tu vas trop loin. Descendre, s'étire. S'étire. Des paires de biceps arrivent, se suspendent, montent, descendent, suer, s'étirent. Mais, cher Olivier, c'est ma faute. Alors, bien sûr, c'est votre faute. Et moi, je l'ai relu à voix haute. Ah, vous avez rien relu du tout à voix haute. Donnez-les-moi à lire vos textes. Hein. Parce que moi, je vais vous le relire. Hein? Non, mais je cours, je vais dans quelle étagère? J'ai une hallucination, parce que vous l'avez répété 4 fois, elle me dit, mais continue, c'est pas possible. Je continue, oui. S'étire. S'étire. Et voilà la récupération de la virgule. Bah oui. Ah ouais. Si vous savez moi. Il vous avez eu la même hallucination. Voilà. Et il a bien laissé passer ça à votre éditeur. Oui, mais il a vu la virgule et. Ouais. Si s'étire, Vous voyez, je cours, déjà assez Alors, cette fois, elle est plus reine de beauté, de corps alourdi, c'est la défonce. C'est la musculation à outrance, et elle devient princesse du muscle. Mais c'est toujours pareil, hein. Le même mode de représentation, l'être est réduit à un poster, à une image dans un miroir, parce que Alex, il va photographier chaque jour sa métamorphose. Je me suis demandé si cette dépossession de soi qui a été initiée par la mère, elle n'est pas devenue irréversible. La relation au corps, elle est complètement dénaturée, et d'ailleurs, c'est indiqué par ce changement de nom, Florida. Parce que Florida, ça recouvre quand même une aliénation complète de son identité. Oui, complètement. Et c'est-à-dire que... C'est là que vous en parlez pour la première fois. Toutes les étapes, le podium subi, puis le poids pris et l'illusion d'avoir une maîtrise sur son destin. Et là, tout d'un coup, ce corps va devenir une œuvre d'art. Voilà. Ça parachève c'est le triptyque de la défonce et de la destruction. Et surtout, elle a cette garantie que si elle travaille beaucoup, elle pourra remonter sur la première marche du podium. Voilà, c'est ça. Mais tout ça en déformant ce corps qu'elle traîne comme une enveloppe morte depuis l'âge de ses 7 ans. Et ce fameux cadeau d'anniversaire, il ne faut pas oublier
c'est un cadeau d'anniversaire. Et c'est sympa. Hein. Mais là, c'est une coproduction également qu'elle fait avec Alec, qui lui propose ça, et elle se dit, elle ne cherche même pas à devenir une star, elle cherche à déformer définitivement, de manière irrémédiable, ce corps qui l'a embarrassé et qui lui a pourri la vie depuis le début. Et alors, on va observer toutes sortes de déviances maintenant, des déviances liées au corps, et il y a cette déviance artistique, comme l'indique le portrait d'Alec. Alors, Alec, c'est un photographe qui est sérieusement décalé. Écoutez un peu ça. Ça, c'est incroyable, Alec. Alec cumule 2 boulots. Il ramasse les animaux morts sur le bord des routes et il distribue les repas dans une maison de retraite. Je lui demande si c'est parce qu'il est défoncé qu'il fait ça ou s'il se défonce parce qu'il fait ça. Il se marre, il dit qu'il n'en sait rien. En revanche, il sait qu'il s'occupe d'animaux morts et qu'il donne à manger à des humains bientôt morts. Et ça l'inspire. C'est un obsédé photographique. Il prend tout en photo. Le ciel, ses repas, ses baskets, les immeubles, les rues, les voitures, ses maladifs. Je ne peux pas commencer à manger avant qu'il ait photographié mon assiette. Je ne peux pas traverser une avenue sans qu'il me demande de poser. Il impose aux passants de patienter. Il est comme un feu rouge. Les gens attendent sagement derrière la ligne imaginaire de son imagination. Une perspective palmier, plage, mer, il monte sur un banc. Un oiseau qui picore sur une table de bar, il pose un genou à terre. Il met tout en scène. Il se met en scène. C'est un artiste, j'imagine. Je lui dis que si tout le monde faisait comme lui, le quotidien serait invivable. Il s'en fout. Il me photographie quand je lui dis ça. En attendant, il a trouvé une nouvelle série à proposer aux galeries. Il photographie les ratons laveurs écrasés, les tortues écrabouillées, les chats défoncés, les chiens desséchés, et les vieux en train de manger, de baver, de recracher leur repas avant et plateau après. Il veut trouver un lien entre les deux et quand il l'aura, ce sera un travail révolutionnaire. Pas moins. Bon, d'ordinaire, voyez-vous, Olivier, l'art construit une vision du monde et ça l'éclaire. Alors ici, omniprésence du corps au corps, vous avez vu, pathologique C'est la cette première fois. fois qu'on lit ce passage en public. Ah bon? Ah oui, moi je suis caché derrière mon écran. Et oui, c'est un peu trash, sauf que pour avoir souvent regardé l'absurdité de certains artistes contemporains, l'avantage quand on écrit, c'est qu'on sait que dans ce domaine-là, il n'y a aucune limite. Voilà, et donc cette réflexion, il y a un journaliste de Sud-Ouest qui a trouvé ça brillantissime sur le déjà mort et le presque mort. Ah ouais, ouais. Ah oui, il était très heureux. Mais je ne sais pas si c'était, s'il regrettait s'il regrettait que cet artiste ou ce travail n'existe pas. Pour lui, c'était fabuleux, quoi. Voilà. Mais ici, l'omniprésence du corps, elle est pathologique. La mort a fait intrusion dans l'expression du vivant. C'est un nouvel esthétisme, hein, celui de la dégradation qui affecte le corps. C'est le stade ultime de ce culte. Hein. La mort, c'est l'aboutissement naturel, montré comme, ici, n'est pas montré comme déchéance ou accident. Mais comme le disait Elisabeth, vous n'avez pas tout vu. C'est encore trop beau. Alors, je voudrais vous demander, ce culte du corps, c'est le produit qui prend la place du sujet. La beauté n'est plus au cœur de la démarche artistique. Est-ce que l'art devient aussi mortifère? Parce que l'art, toute la conception qu'on a de l'art ici, c'est quand même terrible. Alec, après Agatha Christie. Oui. Voilà, Agatha Christie. C'est un personnage que j'aime génial. beaucoup. Alec et Agatha Christie, je les apprécie beaucoup. Agatha Christie, il est beaucoup plus complexe qu'on dirait. Alec, ce qu'il vient proposer à la fin, à la petite, là, c'est pas trop bien. Enfin bon. Oui, tout dépend du regard, mais Quelle fonction vous assignez à l'art? Vous voulez qu'on passe à notre question? Encore 2 heures. Non, mais si vous voulez, je me sens pas. Il y a 3 milliards de définitions de l'art. Soit je tombe dans la banalité, soit je tombe dans l'art contemporain. Et à ce moment-là, personne ne va comprendre, et même moi, je ne comprendrai pas. J'ai observé ces dernières années beaucoup de phénomènes quant à l'art contemporain que j'ai trouvé ça, pas comme ça, ne dis pas ça, que j'ai trouvé absolument passionnante, tellement le délire s'est emparé de tout le monde. Souvenez-vous de ce plug anal à Paris, et
qui était aux yeux de beaucoup un arbre de Noël. Et donc on se dit, ces gens se foutent de nous. Tout le monde voit un plug anal et pas un sapin de Noël. Et c'est drôle parce que c'était à front renversé. Les conservateurs voyaient un plug anal, là où les progressistes voyaient un sapin de Noël. Mais je me pose une question. Mettez ça dans votre salon le soir de Noël et commencez à chanter Jingle Bells, on va vous prendre pour un dégénéré, vraiment. Et d'ailleurs, après, c'est polémique parce que ça pouvait être ici, mais tous les journaux du Monde, la Libération, en passant par le Figaro, se sont emparés de cette polémique. On a eu beaucoup d'articles pour débattre de ce plug anal, et après avoir créé un débat, et c'est d'ailleurs le but de cet artiste contemporain, il a fini par reconnaître que c'était un plug anal. Et tout le monde, tous les journalistes les plus sérieux se sont emparés de ce sujet. La moindre père Dieu valide voit qu'il ne s'agit pas d'un sapin de Noël. Et donc tout à coup on se dit que l'art contemporain crée des débats qui sont parfaitement surréalistes. La ville de Miami, je l'ai choisie pour beaucoup de raisons. C'est évidemment une ville qui est elle-même la caricature c'est une caricature. Tout est outré là-bas. On ne peut pas dire c'est une caricature de Miami, puisque quand on se promène dans les rues de Miami, tout est une caricature. Et moi, j'ai été agréablement surpris. Il n'en reste pas moins que l'idée que tout le monde s'en fait est une idée réelle. À Miami, il faut tout le temps pousser un peu le curseur pour arriver à la réalité. Cette réalité est une caricature. Mais c'est aussi une ville capitale mondiale de l'art avec Art Basel depuis 20 ans. Et à Art Basel, il y a quelques années, un artiste a exposé une banane pour 250 000 $, il me semble, ce qui donne vraiment envie d'être primeur. Du moins d'avoir un ou deux régimes, histoire de se mettre à l'abri. Et cette banane a été mangée. Et encore une fois, la presse du monde entier s'est emparée de ce sujet. Mais je ne nie pas le côté artistique de cette démarche. J'aimerais qu'on ait seulement le droit d'en rire, ou de ricaner quand même. C'est bien la moindre des choses. Et on a l'impression que dans une partie de la presse, il est interdit de ricaner de ça. Si je regrette quelqu'un qui scotche une banane sur un mur, j'ai le droit d'en rire. Voilà. D'autant plus qu'elle a été mangée. Alors je n'ai pas réussi à trouver les suites de cette histoire. Est-ce que le type a dû rendre la banane d'une manière ou d'une autre, ou en tout cas payer les 250 000 $? Mais vous voyez, ça crée... Et donc toutes les idées plus ou moins absurdes et délirantes que Alec a se rapprochent de ce qu'on peut voir dans les carnets de galeries d'art contemporain. Voilà. Moi, je n'interdis pas aux gens d'exposer des bananes, mais j'aimerais bien qu'ils ne m'interdisent pas d'en rire. Vous avez raison. Voilà. Alors, on va revenir à ses parents. Je passe sur un certain nombre de... J'ai pas répondu totalement à votre question. Si, vous avez répondu, même il y en a une que je vous poserai parce que justement je voulais vous parler de Miami, mais vous avez répondu avant. Donc, désolé, je poursuis. Miami, je lisais un article dans le Figaro dernièrement, mais c'était un article qui parlait d'économie. Mais la journaliste sur place dit Miami, ces femmes en string et ces hommes bodybuildés. Vous voyez, on entre tout de suite. Donc le lecteur lambda se dit, bah, tiens, c'est une caricature, mais non, en réalité, ça ne l'est pas. Et puis Miami a été construit en grande partie grâce ou à cause du trafic de cocaïne, et donc ça en fait une ville poussière, une ville d'illusion, une ville... voilà, une ville des mesures, en même temps. De démesure, d'euphorie, d'hystérie. Débauche, de lumière, de bruit, voilà, de paillettes, de chants décalés, de tout. Un super cadre. Ouais. Alors, on va revenir à ses parents. Alors, il y a l'épisode du supermarché. Figurez-vous que Elisabeth, qui est princesse du muscle, aperçoit sa mère. Et là, on comprend pour la première fois la formidable souffrance que cache la destruction de son corps. Cette formidable souffrance que masque son récit survolté. Alors, les deux femmes se bousculent par inadvertance. Elles ne savent pas qui elles sont l'une et l'autre. Enfin, la mère ne reconnaît pas tout de suite sa fille. Et sa mère s'excuse. Et on comprend que le passé revient en courant. Et Elisabeth dit, elle s'excuse pourquoi? Alors, c'est un moment très très fort,
de la rencontre mère-fille, je vous lis le passage. Tu t'excuses pourquoi? C'est la fille qui dit ça. C'est dit. Ce n'est pas un cri, et pourtant j'ai l'impression que ma voix couvre tout le bruit. La caissière sursaute, la reine mère se retourne, bouche ouverte, yeux grands ouverts. Elle a reconnu ma voix, elle plisse les yeux. Elle ne me reconnaît pas. Elle ne veut pas me reconnaître. Tu t'excuses pourquoi? La caissière me demande de me calmer. Je répète. Tu t'excuses pourquoi? Elle donne une ligne de la tête. Parkinson passager. Je gonfle mes muscles. Tu l'as vu, ma princesse? Je vais monter sur le podium, la première marche. Tu m'entends? La première marche. Elle me regarde comme si j'étais un monstre. Miroir. Un vigile s'approche, il se pose devant moi, me demande de me calmer, son corps sépare nos regards. Elle s'excuse, pourquoi? Alors on comprend qu'elle continue à martyriser son corps pour exaucer les désirs maternels, elle ira jusqu'à l'autodestruction pour la punir, pour se venger de son enfance instrumentalisée. Et là, elle veut que sa mère voie la princesse sur la première marche du podium, dans la lumière dégueulasse d'un supermarché de pacotille, comme l'étaient les châteaux de laideur autrefois. Elle veut se venger. Et voyez-vous, malheureusement, ce supplice dont elle voulait gratifier sa mère, elle le foire. Elle est seule dans sa chute. Et écoutez ce que vous écrivez. Je croyais l'avoir oubliée, je croyais la détester. En fait, je ne sais pas ce que je croyais. C'est facile d'être fort dans ses souvenirs. Alors, est-ce que c'est pas désespérant de voir que poursuivre sauvagement l'œuvre de sa mère, ça se retourne quand même en quête d'amour. Elle voudrait qu'elle lui demande pardon, parce que si elle lui demande pardon, ça veut dire qu'elle l'aime et qu'elle regrette les souffrances qu'elle lui a fait vivre. C'est un moment de grande souffrance, ce moment-là où elle veut se venger, mais en même temps, elle lui dit « Maman, est-ce que tu m'aimes ?» quoi. Ah bah oui, c'est terrible. Tout le temps, enfin... Tout le temps, oui. Mais là, elle se croise, et elle est un monstre aux yeux de sa mère, mais elle voudrait être son bébé, comme ça sera à la fin. Oui, puis c'est le miroir. La mère a l'impression de voir un monstre et Elisabeth voit un monstre dans les yeux de sa mère. C'est ça. Mais oui. C'est ça. Pour avoir pratiqué ce sentiment vain, inutile, mais tellement jubilatoire et tellement galvanisant de la vengeance. Pendant des années, je sais à quel point c'est jouissif d'imaginer une vengeance et à quel point ça peut animer et occuper des heures et des heures. Et tout ça, évidemment, est parfaitement grotesque. Mais sur le moment, on ne voit pas d'autre façon de procéder. C'est tellement obsédant, et il s'agit du vol de quelques années, ou de certains moments, et donc voilà, et tant qu'on n'arrive pas à passer à autre chose, on monte en gamme. La seule différence, c'est que Elisabeth met en application sa vengeance. Alors que, Dieu merci, la plupart des gens la gardent en tête, c'est ce qui les ronge, c'est ce qui ruine leur temps, leur vie. Mais elle l'applique, ça a été trop loin. Et donc à partir du moment où elle commence à voir son corps se déformer, elle a passé un cap, je parle de la musculation, et qu'elle prend des produits, elle a passé un cap qui devient irréversible. C'est ça. Et donc, bon bah voilà, elle n'est plus rien d'autre que ce corps qu'elle déteste, en fait. C'est là que le drame, oui, c'est ça. Tourne en rond. Alors, on arrive à cet épisode qui est un des endroits que je préfère de votre livre. Il y a un vernissage de l'expo. Alors, l'expo, elle s'appelle Femme-Âme. Pas Femme-Homme, Femme-Âme. Là, il y a déjà un petit peu un problème, un petit nom très révélateur. L'absurde est érigé en maître. Alors, elle n'est plus qu'objet de business. Il y a une démultiplication du modèle vivant et de sa représentation. Elle est cotée $40 000, une bête de foire, une attraction foraine. Elle finit par se vendre. Son string contre une facture. Sa nudité est exhibée. Et on va la retrouver dans un espèce de taudis. Et dans ce taudis, celui qu'elle appelle le valet, son père, spectre du passé, il vient la chercher pour la faire revenir à la maison et à la raison. Alors, il faut que vous sachiez... non, il faut que vous sachiez, je vais vous le dire. Voilà. Donc, c'est un passage que je voudrais vous lire qui est quand même très très éprouvant aussi, celui-là.
Donc son père essaye de la rendre à la raison. Et il lui dit, regarde-toi. Non mais regarde ce désastre. Tu te vois dans la glace des fois? Qu'est-ce qu'on a bien pu te faire pour que tu deviennes saint? C'est une grande violence. Hein. Devant mon silence, il continue. Et puis, qui sont ces gens que tu fréquentes? Ces gens sur les photos, dans les journaux sont tes amis. Ce n'est pas comme ça qu'on t'a élevé. Nous ne sommes certainement pas parfaits, mais rien ne justifie que tu aies disparu tout d'un coup pour faire n'importe quoi. Mon silence l'exaspère, il hausse le ton. Quand ta mère a vu les photos, elle est devenue folle. Ça c'est bien, ce qu'elle voulait. Folle, tu comprends? Si tu voulais lui faire du mal, c'est réussi. En lisant l'article, elle se lamentait. J'ai tout fait pour elle, et elle préfère traîner avec une jeune Catin Décati et un Bob Marley dépigmenté. Pour la première fois, je réagis. Je souris. Son bazooka n'est pas enrayé. Ça te fait rire? Non mais tu as vu ces gens? Le rasta passe encore, mais c'est quoi ce type qui s'habille en vieille? Que fais-tu avec des dégénérés pareils? Et tu t'affiches dans les magazines avec ces gens-là? Ta mère n'ose même plus se rendre à son club de lecture de peur qu'on lui en parle. 2 de ses amis l'ont appelé pour savoir si c'était bien toi à poil sur le trottoir, qui montait dans une Porsche comme une vulgaire pute. Une pute, tu m'entends? Une pute bodybuildée. C'est du délire. On ne répond pas à un fantôme. Alors il faut que vous sachiez que devant sa maison, il y a des bennes à ordures et qu'il y a un artiste qui a fait une fresque, et c'est un flamant rose qui plonge le bec dans le benne à ordures. Oui. C'est ce qu'on voit de chez elle. Alors ce que je voulais vous dire, il y a une surimposition très importante, hein, c'est le cauchemar. Et le père, évidemment, il ne va pas la récupérer en venant lui dire ça. Alors ça finit par se passer très mal entre eux, et ils vont se battre, et elle va dans la rue le jeter dans la benne à ordures, en fait, parce qu'elle est bodybuildée, hein, elle est plus forte que lui, elle va le jeter dans la benne à ordures, où picore ce flamant rose. Et ça, je voudrais vraiment vous demander, ce flamant rose, il picore dans la benne à ordures où elle va pousser son père. Est-ce que c'est pas la métaphore du destin, du tragique destin de l'innocence et de cette beauté qui a été jetée en pâture au chacal? Est-ce que là, cette inversion, elle n'est pas terrible? C'est elle qui voit ça, ce flamant rose, elle était belle. Il y a les ordures, là, elle est devenue, elle est tombée là-dedans, mais c'est son père qui va pousser là-dedans, et le flamant rose va la picorer. Je trouve que c'est magnifique que cette fresque soit devenue le lieu où elle jette son père. Eh bien écoutez, je peux vous répondre très honnêtement que c'est plus beau dans votre tête que dans la mienne. Et non, c'est pas la première fois que ça m'arrive, et ça arrive souvent, évidemment. Moi, je décris quelque chose d'assez simple, et si on y voit une image, une allégorie, je m'empresse de vous la piquer, et je pourrais développer ce raisonnement. Non, je vous assure, c'est vrai, je n'y avais pas pensé comme ça. Enfin, je trouvais ça sympathique. Je me suis dit, si toutefois j'avais été artiste à Miami, j'aurais dessiné un flamant rose au-dessus d'une benne à ordures. Voilà, parce que ça résume tout. Le flamant rose est le côté féerique de la Floride, et la benne à ordures, c'est le résumé de tout ce qu'on retrouve des rêves déçus que peuvent entraîner toutes les folies de cet état. Voilà. Moi, j'ai été séduit par cette ville, il y a plein de choses qui m'ont beaucoup emballé, mais encore une fois, c'est tellement extravagant, tellement poussé. Je ne suis pas sûr de pouvoir y vivre, mais j'ai trouvé ça, ça m'a emballé. C'est pas une critique de cette ville, mais bon, voilà. Mais c'est quand même, là, quand même, c'est tout son parcours. Cette beauté, l'ordure, et là, c'est quand même pas rien de se battre avec son père et de le pousser dans les ordures. Et puis il y a ce flamant rose qui reste là, mais là, il les domine. Et voilà ce que vous avez fait, vous m'avez mis dans les ordures, vous avez fait de moi littéralement ça, ce qu'il dit. Et bien voilà, le flamand se révolte. Florida est là, c'est génial. Non? C'est gentil. C'est imbécile ce que je vous dis? Comment? C'est imbécile? Ah, pas du tout, non. Ah non, ne m'agressez pas, je trouve. C'est une très belle image, je vous félicite, je suis fier de l'avoir trouvé sans m'en rendre compte. Ah non, c'est pas du tout imbécile, loin de là. Vous savez, Olivier, c'est ça un écrivain. Pour moi, c'est ça un écrivain. Ce n'est pas la première fois que ça m'arrive.
il y a eu des lectures de Bojangles que j'ai trouvé beaucoup plus poétiques que ce que j'avais imaginé, notamment un prof d'université au Japon. C'est très chic de dire ça, mais enfin, il a développé une théorie concernant le dernier paragraphe de mon roman, à laquelle je n'avais pas pensé, puisqu'ils sont seuls dans une église, et elle s'adresse à des gens, à des inconnus, et donc je l'ai écrit comme ça, en imaginant parler tout seul dans cette chapelle. Et en réalité, le prof de littérature japonaise a dit qu'il s'adressait aux lecteurs. Regardez, Georges, tous ces gens nous regardent, et en réalité, oui, évidemment, tous les lecteurs les regardent. Ils ne font que ça depuis le début du roman. Et donc je n'y avais pas pensé, et j'ai regretté de n'avoir pas été assez intelligent pour y penser. Et donc voilà ce qui s'appelle commettre quelque chose de bien sans s'en rendre compte. C'est la même chose avec le... Donc je ne vous en veux pas, je ne vous êtes pas imbécile. Non, non, mais je vous disais, ça m'a beaucoup... C'est une manière de dire que je suis imbécile de ne pas y avoir pensé. Si vous voulez que j'insiste, je peux le dire clairement. Non, 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 mais je trouve que c'est une très très belle image. C'est une très très belle image, elle est sous ses yeux, et le père arrive, c'est un petit peu comme si, voilà, on va régler le problème ici. On va le régler. Voilà ce que j'étais, voilà ce que je suis devenue, et voilà où je te renvoie. Et j'ai trouvé ça très très fort. Alors, écrire sa vie, c'est ce qu'elle fait, c'est une catharsis suprême. Alors l'idée, et c'est pour ça que j'aime bien votre personnage de César, l'idée vient de César lui-même, c'est un personnage plus complexe qu'on dirait, parce que quand même, dans son club de muscu, il a comme référence Dumas et le comte de Monte Cristo. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. C'est un auteur très connu à Cuba. Non, à Cuba, ce n'est pas une blague, car ceux qui confectionnent les cigares, ceux qui travaillent dans les usines de cigares, qui roulent les cigares à la main, depuis la nuit des temps, on leur lit pendant leurs heures de travail Alexandre Dumas. Donc c'est assez bon quand même. Alors on peut penser ce qu'on veut du régime de Cuba, forcément. Pour rien au monde, je ne serais travailleur là-bas. Mais voilà, il y a quelqu'un qui est payé à lire à voix haute les aventures d'Alexandre Dumas. Et je trouve ça très bon. Oui, excusez-moi, oui, c'est vous qui parlez, bien sûr, bien entendu. Mais je me disais que les lecteurs allaient y venir naturellement. Alors, donc, ce personnage... Vous la connaissiez, cette anecdote Tout le monde a l'air de la connaître depuis belle lurette. Je suis complètement ringard, mais je trouve ça super sympa. Tout le monde dit oui. C'est ça depuis très très longtemps. Alors, Elisabeth, avec cet homme, c'est affreux, il veut en faire, il continue à pratiquer la musculation à outrance, mais elle l'a entendu parler dans la salle, dans la galerie des glaces, comme elle l'appelle. Elle a été témoin de sa faiblesse, parce que c'était en fait un pauvre gars au départ, et il lui ressemble au fond dans sa violence et son désir d'humilier les autres ici. Ils ont tous les deux un contentieux à gérer. Et quand ils en viennent aux mains, quand il l'a suffisamment agacé, on a presque l'impression qu'ils sont les deux faces d'un même miroir, qui montrent non pas le reflet, mais le double. J'aime beaucoup ce passage. Tu sais quoi ? T'as qu'à l'écrire, ta vie. Les gens adorent ça, lire les malheurs des autres. Ça les fait bander de voir combien les autres ont dégusté. Et Elisabeth Verne à l'infini. Voilà le titre de tes mémoires. De minimis à mini-monstre. Tu vas faire un carton, pauvre petite fille. Papa, maman méchant avec moi, alors moi, je veux faire vengeance. Moi, toute musclée, moi, plus belle du tout. Oui, j'étais trop belle, c'était mon problème, vous comprenez? Oh, mais c'est grave tout ça. Vous voulez en parler? Oui, j'ai écrit un livre pour tout expliquer. Passionnant, je vais l'acheter, ça me changera d'Alexandre Dumas. Quand il lui conseille d'écrire sa vie, est-ce qu'il n'y a pas une sorte de transfert? Le désir qu'elle fasse ce qu'il ne fera pas, ce réconfort par procuration, puisqu'il veut acheter ce livre qu'elle n'a pas encore écrit. Et je trouve que c'est assez beau. Dans tout homme, il y a une part de faiblesse, une part de douleur, une part de souffrance. Et là, on la voit dans ce moment où il lui dit « T'as qu'à raconter ta vie. Peut-être que moi, je ne saurais pas le faire, mais raconte-la ta vie. » Eh oui, mais en fait, c'est le résumé de tout le roman. Ouais. Et c'est surtout... j'ai essayé d'osciller tout au long de l'écriture, parce que, très honnêtement, une petite fille
Nigeria trouverait ça absurde qu'Elisabeth soit triste selon le regard qu'on pose sur la vie qu'elle a eue. Je veux dire, là, il vient de Cuba, il a eu une enfance a priori très dure. Très dur. Et ça lui semble complètement dérisoire de vouloir se venger pour si peu de choses. Sauf que à quelques kilomètres de là, la mentalité, la civilisation est différente, et donc ça devient un drame. Et ça dépend des yeux qui regardent ça. Et donc lui a certainement eu une enfance beaucoup plus compliquée, et il trouve ça ridicule de vouloir se venger pour quelque chose d'aussi misérable. Voilà. Et je trouvais ça bien que ce soit lui qui lui dise, Oui. Qui résume le roman en quelque sorte. Ouais, c'est vrai, c'est pour ça que c'est un personnage complexe. Mais pour revenir au niveau de la musculation, la déformation à un certain niveau de compétition prend des proportions délirantes. C'est-à-dire que ce sont des femmes, de belles femmes, avec une paire de seins quand elles commencent à faire de la musculation, mais le fait de prendre des produits, de se muscler, les seins disparaissent. Et donc ces femmes, quand elles atteignent un certain niveau de musculation, se font implanter d'autres seins. Pour pouvoir, puisqu'on est jugé évidemment sur l'ensemble de l'enveloppe corporelle, et donc elles se font greffer des seins qu'elles ont contribué à faire disparaître en prenant des produits. C'est ça. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du... C'est pour ça que ça peut paraître hardi de passer des minimis à ça, mais c'est l'image, le corps, la transformation du corps, le regard qu'on porte dessus, vu sous tous ces angles, enfin en tout cas beaucoup d'angles. Et s'il y a beaucoup de petites filles qui sont minimis, il y en a aussi beaucoup qui font des concours de bodybuilding. Et quand on arrive à ce niveau de déformation qui consiste à faire réapparaître quelque chose qu'on avait uniquement, enfin, je ne sais pas, c'est comme le ténia, il y a quand même des choses qui illustrent les deux milieux et les deux obsessions que ces gens ont. Voilà, c'est tout. J'étais en train de me noyer dans mon raisonnement, là. Il faut savoir conclure parfois dans la vie. C'était pas se noyer du tout. Oui, parfois, je ne sais pas comment finir une phrase. Ça arrive à des gens, mais là, il y a beaucoup de gens pour me regarder, donc j'essaie de... Et puis je vois bien que je coule. Et les gens sont là. Finis ta phrase. C'est très touchant. Donc je mets un terme. Voilà. Alors, je vais vous poser encore deux questions. Non pas, j'en ai encore plein à vous poser, mais je ne peux pas vous les poser parce que je les poserai après. Parce que, franchement, après, on n'a pas le temps, sinon ils vont manquer la séance de cinéma derrière nous. Alors, le fond du gouffre, ça revient quand même à la mère, qui regrette. Elle regrette. Alors là, on est heureux, on se dit, elle regrette. Sauf que ce qu'elle regrette, c'est que sa fille ait gâché tous les sacrifices qu'elle a fait pour elle. Alors là, c'est un peu embêtant. Elle n'a pas voulu se vendre pour faire gagner sa fille autrefois. Il y a une scène terrible là, où quelqu'un lui avait proposé, en échange de son corps, elle ferait gagner sa fille. Elle n'était pas prête à tout. Mais elle n'a pas hésité à vendre son enfant pour exaucer ses rêves de gloire. Et il y a eu une complicité à un moment avec la mère. Ça aurait peut-être sauvé Elisabeth, mais la folie de la mère, elle est sans retour possible. Il n'y a pas de rédemption quand le bourreau renvoie ses propres fautes à sa victime. Et là, le bourreau renvoie à la victime ses propres fautes. Écoutez ce passage. Tu vois, Elisabeth, je regrette que tu n'aies rien compris. Je t'ai offert le meilleur et tu as tout gâché. Je t'ai sacrifié ma vie, les week-ends. J'ai dépensé des fortunes pour toi. À l'heure qu'il est, vous disiez, hein, tu seras peut-être actrice, tu travailleras à la télé, tu serais mannequin, tu ne serais pas là comme une misérable poupée gonflable en train de se dégonfler. Non mais regarde-moi, ce n'est pas moi qui t'ai mise dans cet état-là. Tu as tout perdu, pas foutu de gagner, tu as tout raté, même pas capable de gagner ton concours de gonflette. Tu es une perdante. Je regrette d'avoir une fille aussi ingrate. Si seulement tu m'avais écouté, si tu n'avais pas fugué, mais non, tu n'en as fait qu'à ta tête, comme une petite égoïste. Alors là, elle ne supporte pas, la fille. Je n'arrive pas à respirer, j'étouffe, je me laisse glisser hors du lit et je l'attrape par la cheville. Elle hurle, se débat, elle titube, je vais la tuer. Elle vacille, je la fais tomber au sol et je grimpe sur elle, je rampe sur elle.
Son cou, je vais saisir son cou et le serrer de toutes mes forces. Je veux voir ses yeux sortir de leur orbite. Je veux voir les veines de son visage gonfler et exploser comme les miennes. Je veux que ces veines éclatent. Je serre, elle gigote, je la regarde dans les yeux. Regarde-moi quand je te tue. Je sens une force dans mon dos, des mains autour de mon torse. Ce con a passé la porte. Le valet me dégage. Je lâche la reine mère qui tousse, qui s'étouffe. Le visage écarlate, elle gémit. Cette ratée a failli me tuer. Eh bien, on est dans le point d'orgue final de la révolte du corps. Elle veut l'éliminer. Voilà. Elle veut l'éliminer comme celle qui l'a asservie pour peut-être en finir avec cet asservissement. C'est une scène extrêmement violente, mais c'est la même que la scène où elle l'a regardée dans cette salle avec tant de colère quand elle est devenue Miss Miss. Je ne l'ai pas dit pour laisser plaisir. Quand elle est devenue, c'est la même chose. Il y a toujours eu cette violence. Il y a quelque chose c'est un sentiment que j'ai eu plusieurs fois dans ma vie. Je voulais réussir à le retranscrire. Pas celui-ci, pas celui de tuer ma mère ou qui que ce soit d'autre. Non, c'est de penser que l'autre personne a compris, de voir l'autre personne s'approcher et entendre le contraire de ce qu'on s'imaginait. C'est ça. Et ça fait péter les plombs. C'est ça. Et vous pensez que la personne qui a exagéré en face revient pour s'excuser et vous entendez le contraire de ce que vous attendiez. Et ça cisaille les jambes. Enfin, vous voyez, vous dites, c'est pas possible. Voilà, en l'occurrence, j'ai essayé de créer ce sentiment. Alors, je vous pose une dernière question. Le chapitre 34. L'héroïne s'offre un parricide. Rassurez-vous, pour ceux qui n'ont pas lu, c'est pas vrai en fait. C'est la fin logique. Tuer ceux qui ont tué. Non. Oui. C'est vrai. Vous venez de cacher le truc. Je reprends. Donc, au chapitre 34, l'héroïne s'offre un parricide. C'est la fin logique. Elle dit, ils sont à moi, ce sont mes poupées. Alors, il y a toute une scène sur la femme, et je ne vous lis pas, parce que je veux que vous alliez voir vous-même de quoi il retourne. Donc, elle estime que c'est la célébrité enfin. Heureusement, c'est peut-être pas tout à fait ce qui s'est passé. Il y a un fantasme de mort. Est-ce qu'elle l'a fait, est-ce qu'elle l'a pas fait? À vous de voir. Mais ce que je voudrais vous demander pour finir, c'est pas cette histoire-là. Elle est dans sa prison à elle. C'est ce corps où elle est enfermée. Mais ce récit, finalement, où elle prend sans cesse son lecteur pour témoin. Cette putain de thérapie, comme elle écrit. Est-ce que c'est pas une victoire? L'écriture, je la trouve pleine d'allégresse aussi, parce qu'elle est capable, comme le disent les derniers mots de votre roman, parce que pour comprendre un écrivain, je crois qu'il faut l'étudier dans le texte, les derniers mots de votre roman, il y en a quand même 3, c'est commencement, c'est après, c'est demain. Est-ce que l'écriture ne permet pas d'envisager un avenir, d'ouvrir le futur, même à ceux qui ont raté tout ce qui précède? Florida est morte, vive Elisabeth? C'est tout ce que je lui souhaite, oui. Elle est encore jeune. C'est une très bonne conclusion. Non, oui, elle est encore jeune, c'est vraiment ce que je lui souhaite. Et cette écriture la porte. Il n'y a pas, dans tous vos romans, il y a une vraie allégresse. Mais allégresse au sens fort. Allégresse au sens de l'allégro musical. C'est-à-dire qu'on y va. On n'est pas, on ne se laisse pas aller au pathos, on ne se laisse pas aller à la désespérance, on ne se résigne pas. Il y a un allegro. Moi, quand je lis votre roman, j'ai l'impression d'écouter un allegro, voire un allegretto. Tellement c'est mélodique, tellement c'est beau, tellement on se dit, il a réussi par l'écriture à délivrer quelqu'un. Et c'est ce que disait un de vos critiques, il a dit, il n'y avait qu'Olivier Bourdeau pour la comprendre, la soulager. Jérôme Garcin. Jérôme Garcin. Oui. Il y avait qu'elle pour comprendre, soulager, faire du bien à Elisabeth. Il n'avait pas été gentil avec Pat Moussalis, donc je l'aimais beaucoup moins. Il a dit des choses là, très très belles. Florida, je l'ai trouvé très sympathique. Et je pense que c'est vrai. Je suis assez original comme garçon. Hein. Les gens qui ne sont pas gentils, je suis déçu. Ils m'agacent. Quand ils sont gentils, bon, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Et c'est vrai, Ma vengeance, c'est terrible. c'est vrai que c'est bien que vous l'ayez prise pour la consoler, la réconforter, parce que je ne crois pas qu'il y ait quelqu'un d'autre qui ait pu le faire. On devait me dire, si, allez, choisissons un autre écrivain, et avec Chalandon pour faire la même chose. Ah bah, ça tombe bien. Bah, écoutez, demandez-lui de réécrire mon livre.
Merci beaucoup Olivier S'il pour en manque plus, votre... ce serait triste. Je suis vraiment ravie d'avoir eu Merci, cet Charlotte. entretien. Merci beaucoup, vous avez Merci été... beaucoup. C'était un moment formidable passé avec vous. Et je voudrais que Merci infiniment. tout le monde vous le dise. Merci beaucoup. Merci. À bientôt. Merci beaucoup. J'étais très heureux de cette conversation avec vous. Comme la dernière fois, je passais un moment fabuleux. Je viens à Saint-Malo à chaque fois, c'est à la fin de la tournée. Je suis dans un état d'épuisement absolu. Et donc je m'engage à revenir, mais au début de la tournée. Parce qu'à chaque fois que j'arrive à Saint-Malo, je suis complètement épuisé. C'est le photographe tout à l'heure m'a dit, la dernière fois que je vous ai vu, vous aviez envie de disparaître. et c'est assez drôle. J'ai l'impression que ça... On a pris une photo au même endroit où je fume une clope. À l'époque aussi, j'avais un bouton. Donc il y a un truc qui voilà. Donc la prochaine fois, je viendrai sans bouton au début du séjour. On prendra comment? Et sans clope. Et oui, ce serait idéal, effectivement. Parce que sinon, je risque pas de devenir à l'édition de 2061. C'est sûr. Merci beaucoup. Merci pour votre accueil, votre écoute, votre patience et votre clémence. Nous nous retrouverons le 12 mai, c'est bientôt, avec Serge Chalandon. On parlera de ses 3 derniers livres, Le jour d'avant, Une joie féroce et Enfant de salaud. Et entre-temps, il aura réécrit Il aura réécrit Corrida. Donc,